donc un point sur les mécanismes de retour à l'équilibre suite à un choc dans le cadre du fonctionnement d'un marché parfaitement concurrentiel. Donc on va passer en revue les 4 types de chocs et voir quels sont les mécanismes qui permettent de revenir à une situation d'équilibre qui est une situation la plus souhaitable dans un marché. Alors, pour commencer, euh, voyons la situation d'un choc de demande positif. Alors, pour la prise de notes, je vous propose de faire comme ça. Vous allez d'abord dessiner un premier graphique qui s'appellera graphique numéro 1, équilibre initial, avec tout ceci. Donc un graphique tout à fait banal, avec une courbe d'offre croissante et une courbe de demande décroissante, un prix et une quantité qui permettent d'atteindre un équilibre. E1, c'est le point d'équilibre. Et toujours garder à l'esprit que forcément, la quantité du bien Q1, c'est une quantité où l'offre est égale à la demande. Ça veut dire que la quantité offerte est identique à la quantité qui est demandée. Alors, d'ailleurs, vous m'excuserez, mais j'ai oublié de nommer les axes. Ici, c'est les quantités, et ici, ce sont les prix, bien évidemment. Donc, on va un petit peu remplir ce schéma-là, et après, comme il va être un peu trop rempli, il y aura marqué graphique numéro 2, il faudra le refaire pour décrire la situation finale, une fois que l'ajustement a été effectué. Donc, première étape ici, donc au prix d'équilibre P1, la quantité offerte est égale à la quantité demandée, c'est-à-dire que l'offre est égale à la demande qui est égale à Q1. Le point d'équilibre du marché se trouve donc au point E1. Deuxième étape, donc comme nous sommes dans le cas d'un choc de demande positif, la courbe de demande va glisser vers la droite. On va passer de D1 à D2. Bon, D2, c'est la nouvelle courbe de demande qui est suite au glissement vers la droite, suite au choc de demande positif. Alors ça a un certain nombre d'effets. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc troisièmement, si on reste au prix P1, donc désormais au prix P1, le marché n'est plus à l'équilibre. On n'est plus à l'intersection des deux courbes. Désormais, la courbe, elle s'est déplacée. Donc on est dans un déséquilibre. La quantité demandée qu'on lit ici, vous voyez, donc on part du prix P1, on va jusqu'à toucher la courbe de demande, la nouvelle courbe de demande, et on redescend, et on a la nouvelle quantité demandée pour le prix P1. Je ne l'ai pas nommé pour ne pas surcharger les écritures du graphique, mais on voit que la quantité demandée au prix P1, qui se lit ici, est supérieure à la quantité offerte au prix P1. D'accord? Alors, c'est là qu'il faut faire attention. Évidemment, ici, il y a la quantité offerte et la quantité demandée au départ. Mais la quantité demandée, là, elle ne nous intéresse plus, puisque la courbe s'est déplacée. En revanche, on lit toujours que Q1, c'est la quantité offerte, puisque c'est bien P1 qui touche la courbe d'offre, qui est là, et qui redescend jusqu'à Q1. Donc, au prix P1, désormais, on a un déséquilibre, comme on peut le constater. L'écart entre ça et ça, c'est un déséquilibre. La quantité demandée est supérieure à la quantité offerte, en l'occurrence. Donc ça nous embête parce que ce n'est pas une situation avantageuse pour un marché, pour les agents. On veut retourner à un point d'équilibre. Et notre sujet, c'est de comprendre comment est-ce qu'on revient à un point d'équilibre. Par quel mécanisme autorégulateur le marché concurrentiel revient-il à un équilibre? Alors c'est ce qu'on voit tout de suite dans un petit 4. Alors le raisonnement est le suivant. Vous allez voir, c'est assez simple. Comme la demande est supérieure à l'offre, les demandeurs se font concurrence. Ils se font concurrence, ça veut dire que certains, ça c'est pas écrit, mais voilà, ça veut dire que certains demandeurs veulent vraiment le bien, alors qu'il n'y en a pas pour tout le monde, puisque la demande est supérieure à l'offre. Donc se faire concurrence, ça veut dire que le prix va augmenter. Certains vont accepter de payer plus cher pour être sûr d'acquérir le bien, donc ça fait monter les prix. Donc les offreurs, eux, ils en profitent. Ils savent que les demandeurs se font concurrence, et qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, et qu'ils vont probablement accepter à des prix plus élevés. Donc les offreurs en profitent et augmentent leur prix de vente. Cette hausse du prix de vente a deux effets. Cette hausse du prix de vente permet d'abord d'accroître la quantité offerte, pour les raisons qu'on a évoquées dans l'exercice précédent sur courbe coût marginal, coût moyen et tout ça. Quand le prix augmente, ça permet à la firme
de proposer une quantité plus grande, c'est-à-dire une quantité qui maximise son profit. Donc, sans retourner dans tout ça, rappelez-vous que quand le prix du marché augmente, ça permet aux offreurs d'offrir une plus grande quantité. Deuxième effet de cette hausse de prix, eh bien, ça va aussi comment dire, évincer un certain nombre de demandeurs. Certains vont se dire, bon, bah là, c'est trop cher là, pour moi, donc je laisse tomber, je vais pas en acheter. Donc certains demandeurs se retirent du marché car le prix est trop élevé pour eux. Donc on a bien deux effets concomitants, une hausse de l'offre et une baisse de la demande parce que le prix augmente. Et c'est ces deux phénomènes conjugués qui vont nous permettre de revenir à un équilibre. Alors, regardez comment ça se passe. Donc, imaginez, donc, bah, le prix va augmenter, là on est à P1. Ensuite, on passe à un prix un peu plus élevé, que je n'appelle plus P1, je l'appelle juste P, parce qu'il est plus élevé. Hein. Donc, je l'appelle juste P. Donc, vous voyez bien, à mesure que le prix augmente, l'écart entre l'offre et la demande se réduit. L'offre augmente, la demande diminue. Jusqu'à ce que l'écart soit complètement résorbé et qu'on atteigne un nouveau point d'équilibre. Alors, je vous le refais voir pour le plaisir. Ça m'a pris un peu de temps alors pour ça. Donc j'augmente le prix, ça fait augmenter la quantité offerte et baisser la quantité demandée. Et plus j'augmente, plus l'écart se réduit et on atteint un nouvel équilibre. Et c'est l'objet du petit 4, enfin du petit 5, pardon. Donc pour conclure sur ce point, hop, on va enlever ça. Donc au prix d'équilibre, P2 cette fois-ci, la quantité offerte est de nouveau égale à la quantité demandée. Donc l'offre est égale à la demande qui est égale à Q2 cette fois-ci. Q2 c'est la quantité au niveau du point d'intersection, c'est-à-dire équilibre entre l'offre et la demande. Donc le point d'équilibre du marché se trouve désormais en E2. Et désormais la quantité échangée Q2 et le prix P2 sont plus élevés que dans l'équilibre initial. Ok, on passe de P1 à P2, donc le prix de vente à la fin du processus est plus élevé. Et la quantité échangée, on passe de Q1 à Q2. La quantité échangée est également plus élevée suite à cet ajustement. Donc voilà, on va pouvoir passer au deuxième cas de figure. On va aller un petit peu plus vite parce qu'on se répète un peu, vous allez voir. Donc, mécanisme de retour à l'équilibre suite à un choc de demande négatif cette fois-ci. Donc, c'est pas un choc de demande positif, c'est un choc de demande négatif. Donc, alors oui, excusez-moi, je vais un petit peu vite en besogne. Je reviens juste deux diapos avant. Donc, vous avez vu, j'ai marqué graphique numéro 2, équilibre final. Ça veut dire que pour que votre cours soit lisible, vous devez refaire le même graphique. Vous en faites deux. Il y a le premier graphique qui se complète, qui est juste avant. Voilà, celui-là. Enfin, vous êtes dispensé, j'ai marqué ne rien écrire. Vous n'allez pas me faire déplacer le prix, parce que sinon ça va être très compliqué, avec beaucoup d'écriture sur votre graphique. Donc, vous remplissez jusqu'à ce que ça fasse ça, pour le premier graphique. Et votre second graphique, c'est la situation une fois que c'est terminé. Une fois que l'ajustement a été opéré. Donc vous refaites un graphique numéro 2, avec tous ces éléments-là. Mais évidemment, ce qui se passe entre les deux, le fait que l'écart se réduise comme ça, vous ne le faites pas apparaître, ce serait vraiment trop pénible. Donc vous refaites un graphique complet juste pour celui-là. Et on fera pareil pour les autres cas de figure. Donc je disais, retour à l'équilibre suite à un choc de demande négatif. Donc on part de la situation initiale habituelle désormais, offre, demande, point d'équilibre. Ici c'est le même message, le prix la quantité est égal à la quantité demandée. Mais alors attention, cette fois-ci, choc de demande négatif. Donc on fait glisser la courbe de demande, cette fois-ci vers la gauche. On se rapproche de l'origine 0. Donc on passe toujours de D1 à D2, mais on va vers la gauche cette fois-ci. Ce choc de demande négatif produit un déséquilibre également. Cette fois-ci, la quantité demandée est inférieure à la quantité offerte. On était à l'équilibre, mais là, si la demande se décale vers la gauche, c'est-à-dire qu'elle baisse, ça veut dire que désormais, la demande est inférieure à l'offre. C'est indiqué ici. Donc déséquilibre, l'écart entre là et là. Ici, c'est la nouvelle quantité demandée, avec la nouvelle courbe de demande. Donc le prix touche la courbe, on descend. Pareil, j'ai pas noté, mais vous avez compris.
euh, et ici, c'est la quantité offerte au départ. Donc il y a bien un écart entre les deux. Cet écart, hein, voilà, c'est lié au déplacement de la courbe de demande. Alors comment est-ce qu'on revient à l'équilibre? Donc, comme la demande est inférieure à l'offre, le raisonnement est le suivant cette fois-ci. Les offreurs, cette fois-ci, se font concurrence. La concurrence se situe du côté du marché où il y a trop de monde. Donc là, les offreurs, c'est eux qui sont en trop grand nombre. La quantité qu'ils veulent écouler, en termes de production, elle est trop élevée de leur côté à eux. Donc ils se font concurrence, et la concurrence en économie, ça conduit comment dirais-je, à nuire aux intérêts du côté du marché qui est en surnombre. Donc là, c'est les offreurs qui sont en surnombre. Et donc, qu'est-ce qui pourrait nuire à leur intérêt? C'est que le prix baisse. Donc, ils se font concurrence et baissent le prix de vente pour pouvoir écouler leurs marchandises. La baisse du prix contraint certains offreurs à réduire la quantité offerte, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, à savoir que une entreprise est soumise à des coûts de production, notamment les coûts marginaux, hein, qui sont croissants, et donc si le prix de vente baisse, fatalement, si elle veut maximiser son profit, elle doit changer de quantité produite, hein, elle doit réduire sa production si elle ne veut pas produire en trop et produire à un coût marginal supérieur au prix de vente. Donc bon, ça je passe, hein, on a vu, pas la peine d'en reparler. Retenez juste que quand le prix baisse, la quantité offerte par certaines firmes diminue, ce qui conduit à réduire la quantité offerte au niveau global. Le deuxième effet de cette baisse des prix, c'est qu'au contraire, ça va faire croître la quantité demandée. Effectivement, ça, c'est plus facile à comprendre, hein. Quand le prix baisse, ça attire des demandeurs. Les gens achètent davantage en raison des effets de substitution et des effets revenus qu'on a déjà évoqués plus tôt. Alors, même chose, donc regardez ce qui se passe quand le prix baisse. Hop, hop. À mesure que le prix baisse, l'écart entre l'offre et la demande se résorbe jusqu'à atteindre l'équilibre. Je recommence. Hop, on est au prix P1, le prix baisse et ça fait baisser la quantité offerte et augmenter la quantité demandée. On arrive donc à la situation finale. Donc là, vous redessinez un nouveau graphique, hein, graphique numéro 2, équilibre final, avec tout ce qu'il y a de dessiné là. La courbe qui se déplace, le nouvel équilibre E2, la petite flèche pour dire qu'on se déplace comme ça, vers ce nouvel équilibre. Le sens de variation du prix, là, le prix a baissé, la quantité est changée aussi. Donc ça nous donne le petit résumé suivant. Donc au prix d'équilibre P2, la quantité offerte est de nouveau égale à la quantité demandée. Donc offre égale demande égale Q2. D'accord, nouvelle quantité d'équilibre. Le point d'équilibre du marché se situe désormais en E2. Et à ce nouvel équilibre, désormais, la quantité échangée Q2 et le prix de vente P2 sont plus faibles. Donc même si le prix a baissé et les quantités échangées ont baissé, on se trouve néanmoins à un point d'équilibre du marché, c'est-à-dire une situation la plus désirable pour tous les agents, une situation au sein de laquelle le bien-être de tout le monde est censé être maximum. Alors, il y a des sujets sur le partage de ce bien-être, mais en tout cas, il n'y a pas de perte de bien-être, il n'y a pas de gaspillage des ressources, voilà, des choses comme ça. Alors, je vais couper la vidéo et en démarrer une deuxième après pour faire les deux autres types de chocs. Donc à tout de suite.